Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires, c'est comment se déroule une séance et comment se déroule une psychothérapie. Donc je vais commencer d'abord avec la vue d'ensemble sur comment normalement devrait se dérouler une psychothérapie. En général, dans les thérapies qui sont EMDR, NTCV, je rappelle NTCV ça veut dire neurotraitement des traumas par champ visuel, Comprehensive Resource Model, enfin toutes les thérapies que j'ai citées dans des articles précédents comme me semblant les thérapies actuelles à utiliser pour les différents troubles. En général, la première séance, on a une période d'évaluation où on va essayer de repérer quels sont les éléments dans l'histoire du sujet qui se reproduisent, à quoi ça peut être rattaché, est-ce qu'il y a des traumas qui sont clairement identifiés ou pas. Donc c'est d'abord une prise de contact, c'est une mise en ce qu'on appelle en harmonie relationnelle. Il faut quand même que le patient il se sente en confiance, en sécurité. Ces thérapies étant assez puissantes, on peut commencer tout de suite, mais en général, on essaye de mettre le patient en confiance, de lui expliquer ce qu'on va faire et qu'il ait le temps de se préparer. Ensuite, on va aussi évaluer les capacités de régulation émotionnelle du patient. Il y a certains patients qui ne vont pas pouvoir traverser certaines réminiscences de trauma comme ça, sans préparation. Moi, en général, ce que je fais, c'est qu'avant de commencer, je demande au patient d'évaluer sa maladie en disant, par exemple, il est malade à 100%, aujourd'hui, la première fois, il vient me voir. Et au cours de la thérapie, je lui demanderai, aujourd'hui, vous pensez que vous êtes malade à combien de pourcents? Et ensuite, je redemanderai. Par exemple, ce matin, j'ai vu une patiente qui m'a dit, ah, mais je suis quasiment guéri. Je suis encore malade à 2%, donc il lui restait un petit problème au niveau de l'avion, donc on a retravaillé dessus, mais il faut que le patient puisse évaluer s'il avance ou s'il n'avance pas. Alors, ça ne veut pas dire que pendant la thérapie, il n'y a pas des moments où le patient va se sentir moins bien. À la fin des séances, parfois il se sent moins bien. Entre les séances, il peut même traverser des moments où il est pire qu'avant le début de sa thérapie. Ce ne sont pas forcément des rechutes, ça peut être tout simplement de l'activation de réseaux de mémoire. Et en fait, avec le thérapeute, le patient va pouvoir traverser ces périodes difficiles. Et je dis souvent à mes patients, se sentir moins bien, faire une rechute dépressive, faire une rechute de troubles paniques. Pendant une thérapie, dans ce processus, n'est pas la même chose que de rechuter seul, puisque là, on remue des choses, le cerveau réaménage les traumas, réaménage les mémoires, et donc on peut retraverser des périodes difficiles pendant le traitement, donc il ne faut pas se décourager, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas ou que c'est inutile ou que ça aggrave. Ensuite, il y a aussi l'importance de la régularité. Il y a des patients parfois qui veulent faire une pause, arrêter, pour moi ça n'a pas de sens. Soit on est arrivé au bout de la thérapie et on arrête, soit on pense qu'il y a quelque chose qui bloque et on essaye de travailler dessus. La fin de la thérapie, ça va être extrêmement important. Il y a des gens qui vont arrêter brutalement parce qu'ils ont l'impression qu'en fait ça n'avance pas ou qu'il s'aggrave, sans en avoir reparlé avec le thérapeute, alors que peut-être là il y avait des choses à retravailler qui auraient pu leur permettre de traverser le trauma et de traverser le tunnel et ensuite de se sentir beaucoup mieux. Il y a des patients, c'est toujours pour moi un petit peu mystérieux, qui laissent un message, envoient un email, voilà, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait, ça va beaucoup mieux, j'ai l'intention d'arrêter, et on n'arrive pas vraiment à savoir pourquoi ils arrêtent. Donc si j'ai un conseil à vous donner, il faut toujours rencontrer son thérapeute pour lui dire je souhaite arrêter, faire une pause, ou pour moi c'est bon, il n'y a plus de problème, mais on n'arrête pas comme ça en annulant des rendez-vous. Parce qu'en général, on active quelque chose dans le lien avec le thérapeute et une thérapie, ça ne doit pas se terminer comme ça. Moi d'ailleurs, une des premières questions que je pose à mes nouveaux patients, c'est comment s'est terminée votre thérapie précédente. Si la personne elle me dit « Ah, ben, j'ai arrêté brutalement, j'ai annulé mes rendez-vous », quand je creuse, il y avait le thérapeute qui parfois avait dit une phrase maladroite, ça peut toujours arriver à tout le monde, ou quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais le patient n'a pas osé ou n'a pas évoqué ça avec le thérapeute. Donc c'est important, c'est aussi important que de retraiter des traumas, la façon dont le lien avec le thérapeute va se réguler et ensuite comment la relation elle va se dissoudre. Un patient qui se sépare de son thérapeute en disant voilà, j'ai bien avancé, je pense que ça va, je vais faire mon chemin, il a toujours la possibilité de revenir. Quelqu'un qui se met en rupture, c'est un peu comme dans la vie, quand on s'est mis en rupture avec des gens, c'est plus compliqué de se remettre dans la relation, ça va être plus compliqué de reprendre contact.
Donc ça, c'est comment se déroule idéalement une thérapie. On arrive avec des symptômes, une souffrance, ça continue à progresser tout en sachant que pendant la thérapie, il peut y avoir des phases d'aggravation, de réamélioration. Et on arrive au bout de la thérapie, on a, je ne vais pas dire qu'on se regarde en chien de faïence, mais on n'a presque plus de problème à évoquer avec le thérapeute et on décide d'un commun accord d'arrêter. La durée, c'est très important. La patiente, par exemple, que j'ai vue ce matin, qui avait des troubles paniques, de l'hypocondrie, elle a fait 17 séances pour arriver à un résultat où elle n'a plus du tout de troubles et où elle fonctionne complètement normalement. Donc ça peut sembler long, mais par rapport à d'autres thérapies par la parole, je pense qu'avec des troubles comme ça, sans médicaments, je pense que c'est assez performant. Il y a d'autres patients avec qui ça pourra aller plus vite. Ça dépend beaucoup de l'histoire personnelle, de qu'est-ce qu'on a comme sécurité intérieure. Par exemple, si on a eu un trauma, un accident de voiture, une agression il y a 2 mois, qu'on n'avait pas vraiment de problème avant, eh ben, ça peut aller très vite, ça peut être 2 séances, 3 séances, 4 séances. Ensuite, il y a des patients qui ont des traumas complexes, donc là, la thérapie, elle va pouvoir durer d'une vingtaine de séances à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces années-là, on voit de l'amélioration, même si c'est très progressif, et je pense que c'est des résultats qu'on n'obtiendrait pas en thérapie uniquement en parlant. Alors évidemment, les thérapeutes qui utilisent la parole, il y en a toujours un qui va avoir le génie d'avoir la bonne attitude au bon moment ou la relation qui sécurise. Évidemment, c'est toujours possible. Mais dans les thérapies que moi j'utilise par mon expérience, ça va voilà, d'une dizaine de séances à plusieurs années. Mais les patients, quand ils arrêtent, j'ai donné d'ailleurs un exemple dans mon livre sur le brain spotting, ils sont venus 1 an, 2 ans, ils ont arrêté, ils ont repris 1 an. À la fin, ils sont quasiment guéris ou ils arrivent vraiment à gérer leurs symptômes de façon assez facile. Donc j'ai dans la première partie de la vidéo parlé de la psychothérapie idéale, en fait, comment ça peut se passer de façon idéale. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un cadeau que j'ai reçu d'une patiente donc, qui vient de finir sa thérapie pour troubles paniques. Donc elle m'a offert ce petit cadeau, donc cette jolie plante là, qui maintenant est dans mon bureau. Donc c'est marqué le fantastique Dr Z, donc ça fait quand même très très plaisir. Et je peux vous dire que pour un thérapeute, de guérir des gens, bah, c'est vraiment une satisfaction incroyable et c'est vraiment du bonheur de voir des gens qui vont mieux, qui vivent leur vie correctement, qui arrivent bien à se réguler, qui ne souffrent plus de crises de panique, sans médicaments et puis qui ont repris une hygiène de vie où ils vont pouvoir améliorer leur état, toujours progresser. Et je dis toujours à mes patients, vous devez quand même garder la possibilité de pouvoir vous réguler parce qu'on n'est pas à l'abri de difficultés dans la vie, deuil, perte, burn-out, surcharge de travail. On n'est pas à l'abri de ça, donc il faut pouvoir se réguler soi-même. Donc ça, c'est vraiment le cas idéal et on se sépare tous les deux, on est vraiment contents et chacun a apporté à l'autre, parce que moi je dois avouer que j'apprends toujours avec mes patients, surtout quand ce sont des cas difficiles. Maintenant, j'ai parlé des cas qui sont un petit peu moins, voire moins positifs, parce qu'évidemment, on ne guérit pas tout le monde. On n'a pas 100% d'efficacité, mais en même temps, il faut dire que ce qui est négatif à un moment donné ne l'est pas forcément à un autre. Je vais donner des exemples. Il y a par exemple des patients, on ne comprend pas très bien, ils font 2 séances, 3 séances, et puis on n'avait pas fixé de rendez-vous. Et on se rend compte qu'on n'a plus de nouvelles. Donc on ne sait pas très bien, est-ce qu'ils se sont améliorés, ça leur a suffi? Est-ce que finalement l'approche ne leur convenait pas? Ou bien tout simplement le thérapeute, on ne peut pas plaire à tout le monde et peut-être être compatible avec tout le monde. Mais encore faudrait-il pouvoir éliminer de ces problèmes de compatibilité, ce qui a pu être réactivé déjà dans les séances entre le thérapeute et le patient. Mais dans les patients qui arrêtent comme ça au bout de 2-3 séances, en fait, des fois on est surpris parce qu'un an après, on reçoit un patient et une patiente qui est adressé par ce patient qui avait abandonné et on entend, bah écoutez, monsieur machin m'a donné vos coordonnées parce qu'il est très satisfait des séances qu'il a fait avec vous, alors qu'on n'a eu aucun retour, on n'a pas conclu la thérapie. Donc ça a quand même été un effet positif. Je me souviens une fois, j'avais fait une thérapie avec une patiente il y a très longtemps, c'était des TCC,
Et la patiente, j'avais le souvenir qu'elle avait arrêté comme ça, dans un climat pas très sympathique, elle était un peu mécontente du résultat, donc elle avait arrêté. Et j'étais très surpris comme ça, 3 ans après, qu'elle revienne me voir et en me disant écoutez, je reviens parce que la dernière fois j'avais été très satisfaite et je voudrais retravailler sur tel ou tel point. Donc parfois on peut aussi se faire des idées. Mais comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, ce qui est très important, c'est conclure la thérapie. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi le patient n'a pas tout simplement pris la séance supplémentaire pour dire voilà, j'ai progressé, je souhaite arrêter. Je pense qu'en fait, c'est parce que tout n'est pas résolu. Ensuite, il y a des patients, surtout ceux qui ont fait des thérapies très, très longues par la parole, qui ont vraiment du mal avec les thérapies pleine conscience, que ce soit EMDR, NTCV, sensorimoteur. Ils ont vraiment du mal à ne pas parler pendant les séances. Ils ont l'impression que si je ne sais pas tout ce qui se passe dans leur esprit, si je ne suis pas au courant de tout ce qui s'est passé dans la semaine, la thérapie ne va pas être efficace. Ou en tout cas, ils pensent que je dois savoir dans l'instant tout ce qui se passe dans leur esprit. En fait, ce n'est pas très très important. Une fois qu'on a compris qu'en EMDR, en NTCV, toutes les thérapies pleine conscience, on met en place, on crée une configuration pour que le cerveau puisse s'auto-guérir. Quand on a compris ça, eh bien, on comprend que ce n'est pas nécessaire de tout savoir et de tout dire. Après, il peut y avoir des clashs entre le thérapeute et le patient. Alors, moi, j'ai déjà eu des clashs avec des patients, donc ça peut mettre fin complètement à la thérapie, c'est-à-dire on n'a plus de nouvelles. Alors, ça peut être parce que le patient est dans un transfert sur le thérapeute, il active peut-être des figures parentales ou des relations précoces avec lesquelles ça s'est mal passé, où il y a eu beaucoup de colère accumulée qui tout à coup font explosion comme ça dans la séance et mettre fin à la thérapie brutalement, le patient qui part en claquant la porte, qui n'est pas content. Après, il faut reconnaître aussi que, bon, c'est vrai que le patient a probablement manqué de régulation émotionnelle quand il met fin brutalement à la thérapie, mais il faut aussi reconnaître que parfois on est maladroit. Vous savez, moi je suis humain, il m'est sûrement arrivé d'être maladroit dans quelque chose que j'ai pu dire, peut-être un trait d'humour qui tombe à plat ou une interprétation qui tombe mal, qui est très mal prise. Bon, on peut être aussi maladroit, mais ce qui est très bien et ce qui est très constructif dans la thérapie, ça m'est encore arrivé la semaine dernière, c'est la personne qui part comme ça, pas content, on a l'impression qu'elle ne va pas revenir, et puis elle revient, puis on reprend les choses, et en fait on voit qu'il s'est passé quelque chose entre les séances. Voilà. Ensuite, il y a des patients, on ne peut pas dire que ça ne se passe pas bien, mais où on est obligé d'ajouter un antidépresseur dans la thérapie parce qu'on voit qu'on est bloqué. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que la thérapie n'avance pas ou que la thérapie ne fonctionne pas. Ensuite, il y a un pourcentage de gens où moi, j'y arrive pas. Donc, est-ce que c'est parce que c'est purement biologique? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas trouvé le bon angle? Parfois, il y a des patients qui disent, voilà, j'avance plus, je vais arrêter et je vais aller travailler avec tel thérapeute ou essayer telle approche. Alors moi, dans ces cas-là, j'essaie d'être ouvert. Mon modèle NTCV est ouvert, donc les patients peuvent très bien aller essayer autre chose, une autre thérapie. Bon, je les oriente quand même vers des thérapies qui me semblent quand même efficaces. Et ils peuvent très bien revenir après, enfin, c'est très fluide, peut-être que l'autre approche va leur apporter ou tout simplement que les séances ici vont continuer aussi leur effet. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Donc il y a des gens qu'on n'arrive pas à guérir à un moment donné, puis ils peuvent aussi revenir des années plus tard et puis on y arrive, on ne sait pas pourquoi, et puis il y a aussi un pourcentage de gens où on n'y arrive pas. Donc ça, on va dire que c'est un résultat qui n'est pas positif dans l'instant, mais on ne sait pas finalement dans les années qui suivent, est-ce que vraiment ça va être négatif. Mais dire on peut guérir tout le monde à 100%, ça ne me semble pas aujourd'hui possible. On peut se dire, voilà, telle approche, elle est très pertinente, mais de toute façon, il faut que le patient modifie son mode de vie. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai déjà dit dans les autres vidéos, si la personne fait une thérapie et continue à boire de l'alcool, à boire beaucoup de café, à manger n'importe comment, à ne pas faire de sport, ben, elle ne met pas les meilleures conditions pour guérir. Voilà, donc je voulais dans ces deux parties de vidéo, je voulais juste vous faire un peu un panorama, vous tracer un panorama de ce
qui me semble être une thérapie idéale, et puis aussi comment elle peut ne pas se dérouler ou se passer de façon pas très positive. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ma vision de la psychothérapie, sur comment doit se passer une psychothérapie. En tout cas, vous avez bien compris que ça ne peut pas être une thérapie de 10 ans par la parole, allongé sur le divan ou en face à face, et où on n'est pas ancré dans le corps, où il n'y a pas de pleine conscience. Ça, bon, ça va être du soutien, mais ça ne va pas donner grand-chose. Voilà, vous pouvez vous abonner et pour m'encourager, bien sûr, puisque je fais ces vidéos pour vous apporter un éclairage. Donc, ça serait bien de s'abonner. Vous pouvez laisser un petit commentaire sur vos expériences. J'ai déjà eu des commentaires sur j'ai fait 4 séances de brain spotting, 6 séances de MDR et ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je dois faire? Bon, j'espère que toute cette vidéo vous a donné un éclairage qui vous permet d'interpréter un petit peu plus ce qui se passe chez vous. Voilà, je vous dis à bientôt.